Alors, on va reprendre donc cette deuxième partie d'après-midi avec une communication de Maude Pérez-Simon. Donc Maude est maître de conférence en littérature médiévale à la Sorbonne Nouvelle et elle est membre junior de l'IUF depuis ce printemps, je crois. Elle a publié plusieurs ouvrages monographiques et collectifs sur le rapport entre texte et image, et notamment un numéro de Perspective médiévale, la revue donc, des littéraires médiévistes récemment, en collaboration avec Sébastien Douchet. Tu as publié aussi plusieurs choses en collaboration, enfin, j'ai constaté ça en regardant de plus près ta bibliographie, et notamment quelque chose sur l'adaptation comique, enfin, ça m'intéresse pour le théâtre, on en reparlera, et tes travaux portés en fait, pour la thèse, il me semble, sur le roman d'Alexandre. Et donc aujourd'hui, tu vas nous présenter quelque chose qui est issu de tes derniers travaux sur les plafonds peints, et en l'occurrence sur quelque chose d'autre qui est peint, qui est une paire de cassoni représentant donc l'histoire de Bernabo et Ginevra dans le Décaméron. C'est à toi. Merci beaucoup. Je ne suis pas une grande amie des micros, donc dans le fond, si vous n'entendez pas, vous faites des signaux comme ça par intermittence et je me rapprocherai. Oui, juste pour remettre en contexte ce que Véronique vient de dire, c'est vrai donc, que mon projet qui concerne les plafonds peints s'étend plus largement autour de l'iconographie domestique et quelle littérature on met dans la maison. Voilà, et donc le travail d'aujourd'hui rentre dans cette perspective puisque c'est un coffret illustré par une histoire du Décaméron. Donc, le sujet dont je vais parler est un sujet d'actualité en quelque sorte, puisque au moment où je cherchais de quoi vous parler, j'ai vu qu'un coffre était vendu chez Christie's, donc là, c'était juillet 2017, estimé entre 600 000 et 900 000 $. On a rarement, pounds. 600 000 et 900 000 pounds, parmi un lot inestimable de 8 panneaux de coffrets italiens du XVe siècle. Donc j'ai trouvé intéressant de penser que les coffres étaient toujours sur le marché, de me pencher sur un de ces objets qui est toujours en circulation et auquel on ne peut pas toujours s'intéresser faute d'accès. Donc ce coffre fait partie d'une paire. Donc vous avez ici le panneau du premier en haut et le deuxième coffre en entier en bas. Ensemble, ils représentent l'histoire complète de Bernabo et de Ginevra, extraite du Décaméron. Donc ce sont des coffrets de mariage donc, qui étaient toujours donnés par deux, un au mari, un à la femme. Ils sont attribués au peintre Giovanni Toscani, qui est particulièrement intéressant pour notre journée d'aujourd'hui, dans la mesure où il a le titre de peintre de coffre, Cofanaio. Il est reconnu pour son travail. Il a été élu chambellan de la Guilde des charpentiers de Florence, les Legnaoli, en 1424. Il avait apparemment une prédilection pour Boccace, dans la mesure où 5 des 8 cassoni qui lui sont attribués représentent des thèmes de Boccace. Alors, nos coffres sont datés de 1420-1425. Leur dimension globale, donc là, c'est un petit arrondi entre les deux coffres, sachant qu'il y a des variations entre 2 et 6 cm d'un coffre à l'autre. Je préférais vous donner un ordre de grandeur global, donc à peu près de 2 mètres de longueur. La dimension des panneaux peints, elle, est de 140 par 40 cm. Les deux coffres, alors les informations que je viens de vous donner sont extraites de l'ouvrage Love and Marriage in Renaissance Florence de Caroline Campbell. J'ai mis la question au mauvais endroit, voilà. Donc les couvercles viennent sans doute d'une paire jumelle de coffres. Pardon, je reprends. Ce sont des coffres qui ont été recomposés au XIXe siècle. Et donc les couvercles ne sont pas de la même époque que le panneau frontal. Et les deux coffres ont les mêmes couvercles. Donc les couvercles viennent sans doute d'une paire jumelle de coffres, qui elle est datée d'un petit peu plus tard, donc 1460-1470. Il y a des petits numéros, là, un chiffre romain à l'intérieur, on ne sait pas bien pourquoi. Les panneaux arrière, donc comme vous le voyez ici en haut, viennent également de coffres jumeaux qui sont encore des coffres différents. Vous voyez, d'une facture beaucoup moins belle en quelque sorte. On n'a pas réussi à dater le bois. Et c'est décoré donc de croix claires insérées dans un quadrillage noir sur fond rouge. Et enfin, les attaches ainsi que les panneaux latéraux qui contiennent ici de l'héraldique datent de l'époque de la Restauration, c'est-à-dire du milieu du XIXe. Donc la question que je voulais vous poser, c'est pourquoi l'histoire de Bernabo et de Ginevra a-t-elle été choisie pour illustrer ce coffre? Que dit-elle aux époux et que dit-elle sur les cassoni? Donc c'est vraiment la question qu'on pose aux cassoni quand on prend un cassoni, c'est pourquoi on a choisi de donner cette histoire-là aux mariés. Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord que je vous rappelle l'histoire que vous n'avez peut-être plus très bien en mémoire de Bernabo et de Ginevra.
Alors ça reprend un motif très connu dans la littérature médiévale, qui est le motif du pari sur la chasteté de l'épouse et la découverte à l'insu de l'épouse d'un indice permettant de l'accuser malgré son innocence. On trouve ça dans le roman de la Violette ou dans le roman de la Rose de Guillaume de Dole, pour ceux qui sont un petit peu familiers de ce type de corpus. Alors, l'iconographie du premier coffre s'organise, vous le voyez, de façon symétrique autour d'une scène centrale. Voilà, vous voyez ma souris qui bouge ? Oui, ok. Donc la scène centrale ici d'un homme et d'une femme qui bougent, et de part et d'autre. Donc on a deux scènes d'intérieur qui se répondent en écho. La première se passe dans une salle d'auberge à Paris et l'autre dans une chambre privée à Gênes. La personne qui fait le lien entre toutes ces scènes est le malfaisant Ambroggiolo, que l'on trouve ici au premier plan de la première scène, dans la scène de discussion également, et 3 fois dans la dernière scène, j'y reviendrai. Donc dans la scène de gauche, la scène d'auberge, rien ne nous dit dans l'image qu'il s'agit d'une auberge parisienne. 7 hommes richement vêtus sont en discussion, il s'agit de marchands. Leurs mains montrent qu'ils sont dans une discussion animée, de jeunes gens sont à leur service. Les 2 hommes du premier plan, que vous voyez ici donc en noir et en rouge, sont immergés dans un dialogue qui forme le cœur de l'intrigue. 3 hommes les regardent, tandis que 2 autres semblent commenter la scène à gauche. La discussion des marchands tourne autour de la question de la fidélité de leurs épouses. Ils sont bien conscients, disent-ils, que pendant leur absence, les femmes profitent pour avoir des galants, de la même façon qu'eux profitent quand ils sont à l'étranger de toutes les occasions qui se présentent. Une seule personne refuse d'admettre ce postulat, on va dire, c'est Bernabo, donc le personnage que vous avez en droite ici. Il est convaincu de la fidélité de sa femme. Et Ambroggiolo, qui est ici au premier plan, se fâche que son compagnon soit si niais. Il essaie de le convaincre par plusieurs arguments, et finalement, il décide de le prendre au mot et de signer avec lui un contrat. Donc Ambroggiolo s'engage à aller vérifier la fidélité de la femme à Gênes et revenir avec des preuves de l'infidélité de celle-ci. Alors Bernabo est tellement sûr de la fidélité de sa femme qu'il est prêt à parier sa tête, et Ambroggiolo lui propose de parier plutôt 5000 florins d'or, c'est-à-dire une grande partie de sa fortune. Les autres marchands, donc tout ce que je vous dis, ça, c'est dans du Décaméron bien sûr, dans le Décaméron, les autres marchands sont en désaccord profond avec ce pari, et c'est ce moment qui est représenté, puisque vous avez donc les 2 hommes qui sont en vis-à-vis, et on voit qu'ils s'affrontent aussi bien du regard que des mains. Les hommes qui regardent ici et dont on voit avec leurs signes de main qu'ils sont en train de protester, d'argumenter pour empêcher que ce pari se déroule. Et vous avez déjà à gauche le jeune serviteur qui arrive avec le parchemin, pour signer le contrat. Dans la scène suivante, on retrouve Ambroggiolo à Gênes. Après vérification, la rumeur sur la belle confirme la foi que son mari a en elle. Dépité, Ambroggiolo n'est pas prêt à renoncer à la fortune de son concurrent. Il se met d'accord avec une vieille femme pauvre que vous voyez ici pour qu'elle demande à Ginevra, la femme, de garder un cassone chez elle pour une nuit. Donc là, on voit la vieille qui arrive avec le cassone chez l'épouse. Donc Ginevra accepte, qui en plus elle est la bonté même, elle accepte de rendre le service à la vieille. Le coffre est amené chez elle, Ambroggiolo caché à l'intérieur. Et de nuit, il sort du coffre, vous voyez ici, il contemple la belle dans le lit, il résiste à son désir pour elle, nous dit le texte, et il examine la jeune femme sous toutes les coutures à la recherche de signes distinctifs, et note l'existence d'une, je cite, petite excroissance sous le sein gauche, autour de laquelle étaient quelques poils blonds comme l'or. Et au début, je pensais que là, il sortait du coffre et qu'ensuite il rentrait dans le coffre. Mais non, ce sont 2 coffres distincts, j'y reviendrai. C'est le coffre dans lequel elle garde ses affaires précieuses. Et donc, il vole une bourse, une soubre-veste, petite veste, j'imagine, un anneau et une ceinture, avant de retourner se cacher dans le coffre dans lequel il va passer 2 nuits supplémentaires avant d'être ramené chez lui. Alors, dans le Décaméron, il y a une scène qui vient clore toute cette séquence. Évidemment, c'est le retour d'Ambroggiolo à Paris. Et devant témoin, il prouve à Bernabo l'infidélité de sa femme en décrivant à la fois son corps et les cadeaux d'amour qu'elle est censée lui avoir faits. Bernabo est désespéré
Et donc cette scène n'a pas été représentée, soit parce que ça aurait fait doublon avec la première scène qui représente déjà la chambre d'auberge, soit pour que les yeux du spectateur puissent terminer sur cette belle scène de nu, d'autant plus érotique qu'il s'agit d'une nudité espionnée. Le second cassone représente les conséquences de cette première histoire. Donc là, on ne voit pas cette première scène. Bernabo, déçu et furieux, ordonne le meurtre de sa femme. Donc il envoie un jeune homme la tuer. C'est sur cet épisode que s'ouvre notre séquence. La scène a lieu dans une forêt, donc, qui correspond bien à la description qu'en donne le Décaméron. C'est un vallon profond et solitaire couvert d'arbres et de rochers énormes, donc le lieu idéal pour commettre un meurtre secret. Le serviteur brandit le poignard contre l'épouse. Elle demande pourquoi elle va être tuée. Quand il lui explique, elle jure de son innocence. Et touché, il accepte de la laisser partir. Et vous voyez qu'il lui donne son vêtement. Donc là, en fait, il a une armure avec une surcote rouge, voilà, et qu'il donne à la jeune femme. Donc là, vous voyez que la jeune femme a les manches dorées. Donc là, on la retrouve et elle a mis le vêtement rouge. J'ai mis alors c'est facile à distinguer, mais le serviteur a des traits tellement féminins que je me suis un petit peu posé des questions. Mais je pense que je ne me trompe pas dans l'identification de la scène. Le jeune homme rentre ensuite et explique dans le Décaméron qu'il a tué l'épouse. Et Bernabo s'effondre, en fait. Il dit qu'il a laissé la femme être mangée par les loups. Ici, pas de loup, mais ajoute un détail qui n'est pas dans le Décaméron, c'est vous voyez que les deux lacèrent la robe. Et la robe, ici, joue le rôle ça montre avec une grande économie de moyens le mensonge qui va suivre, puisque le serviteur est censé revenir avec cette robe. Donc ensuite, la jeune femme habillée en homme change de nom, elle se fait couper les cheveux, elle voyage en bateau pendant plusieurs années au service d'un Espagnol, elle se fait appeler Securan da Finale, et elle arrive finalement à, je ne sais plus, Alexandrie, je crois, où elle gagne la confiance du sultan. Elle devient l'homme de, pas l'homme de main, mais l'homme de confiance du sultan. Aucune de ces scènes n'est représentée. L'objet du cassone n'est pas le voyage de Ginevra, mais sa relation à son mari et sa relation à Ambrogio. On retrouve Securan un jour de marché, donc Ginevra Securan un jour de marché. Le sultan l'a envoyée en tant que capitaine de la garde, donc là en fait c'est elle, Ginevra habillée en homme, avec vous voyez une tunique courte, l'épée, le manteau. Elle est suivie de la garde et elle reconnaît sur l'étalage d'Ambrogio, qui est venu vendre ses biens à Alexandrie, la ceinture orfévrée qui est la sienne, que vous voyez, elle tient entre ses mains. Et Ambrogio, qui fait ici des grands gestes, en profite de l'occasion pour se vanter, dans ce qu'il pense être une conversation d'homme à homme. Il se vante qu'il a pu gagner les faveurs de Ginevra, qui lui a donné ses cadeaux d'amour. Ginevra décide de le faire rester à Alexandrie, elle gagne sa confiance, elle l'aide à s'établir à Alexandrie, elle l'aide à faire sa fortune, jusqu'au moment où elle arrive à faire venir Bernabo à Alexandrie. Et là, elle amène les deux hommes devant le sultan, et elle oblige Ambrogio à confesser son crime, et Bernabo à confesser son crime également, puisqu'il a quand même fait tuer sa femme. Et dans un coup de théâtre, Ginevra propose au sultan de faire venir, je cite, sous ses yeux l'épouse morte en question. Elle ouvre sa tunique pour prouver son identité de femme. Donc vous voyez ici comment elle ouvre sa tunique en montrant la naissance de sa poitrine. La scène est très fidèle au texte. Vous avez le sultan ici. Ginevra a la main posée sur l'épaule de son mari, dont le texte dit qu'il s'est jeté à ses genoux. Et vous avez ici Ambrogio qui est un peu dépité, qui baisse la tête et qui a les mains croisées, sans doute en signe d'impuissance, comme c'est souvent le cas dans l'iconographie médiévale. La dernière scène montre le châtiment d'Ambrogio. Il est recouvert de miel, enfin attaché à un piquet, recouvert de miel, piqué, dévoré par des mouches, des guêpes et des taons. Ginevra et Bernabo ne sont pas montrés, ils sont absents de cette scène de vengeance, qui a de nouveau pour cadre les frondaisons sinistres de la forêt. Donc dans l'ensemble, l'iconographie est très fidèle au texte. On note des choix, donc certaines scènes sont représentées, d'autres non. Pas d'écart significatif à part la robe lacérée dont je vous ai parlé. Alors, en quoi est-ce que ce sont des thèmes qui sont propres à des coffrets de mariage? Alors bien sûr, il y a la morale explicite du Décaméron est le trompeur reste au pied du trompé. L'ongattatore rimane a pied dell'onganato. Donc c'est la morale explicite du Décaméron. Mais que fait le coffret de cette morale explicite et comment est-ce qu'il la modifie
en image. Qu'est-ce que la mise en image comment la mise en image oriente la morale? Alors, il y a eu déjà des critiques, des commentaires sur ce coffret, et on dit, ben oui, c'est très approprié parce que l'épouse, elle est chaste, elle est fidèle, elle est capable de pardonner à son mari, le mari fait confiance à sa femme, et puis il se réconcilie à la fin, donc c'est quand même un beau cassonnet comme cadeau de mariage. Et puis, il y a des voix qui s'élèvent, qui disent « Ah ben non, ça ne va pas du tout, ce cassonnet, parce que d'abord, le mari essaie de tuer sa femme, c'est pas un très bon mari, et puis elle s'habille en homme, donc c'est pas une très bonne femme non plus. » Alors, j'ai voulu un petit peu réfléchir à ces deux thèmes avant de les dépasser. Je ne pense pas que ce soit les meilleures questions à poser au texte, enfin au coffret. D'abord, le meurtre prémédité du mari sur sa femme innocente, je pense qu'il faut remettre ça en contexte, dans le contexte visuel et intellectuel de l'époque. Il n'est absolument pas rare de voir des femmes violentées et des féminicides sur des cassoni. On peut citer l'enlèvement des Sabines, le viol et le suicide de Lucrèce, le meurtre de Virginia par son père, entre autres. Donc là, je vous ai mis le viol de Lucrèce, pardon pour la qualité de l'image. Donc là, elle est violée et là, elle se suicide. Là. Donc ça n'est absolument pas rare. Donc on est quand même dans un contexte patriarcal dans lequel la colère des maris et des pères peut justifier un comportement violent. Il y a le prétexte de la littérature. Je ne pense pas qu'on doit voir ça comme un obstacle à l'idée que c'est quand même approprié à un mariage. Et cela rentre aussi dans la naissance du goût de l'époque pour le tragique que Hélène Kallmann a souligné à propos des cassoni et dont elle voit le tournant dans les années 40 du XVe siècle. Alors la deuxième objection, c'est celle de la femme transformée en homme. Il faut savoir, encore une fois, remettre en contexte, il y a beaucoup de cassoni qui représentent des Amazones sur des coffrets de mariage. Et sur cette question justement du changement de la femme qui peut avoir des qualités de l'homme, quand on retourne au Décaméron, c'est quelque chose qui est très valorisé. Quand Bernabo dit du bien de sa femme, il en dit du bien en disant qu'elle a des qualités d'homme. Il dit « c'est la femme la mieux douée de toutes les vertus que doit avoir dame, chevalier ou écuyer ». Il précise qu'aucun écuyer ou serviteur sert mieux à table qu'elle, sachant que pouvait être une fonction très importante d'être serviteur à la table au Moyen-Âge. Il dit qu'elle monte à cheval, qu'elle porte un oiseau, qu'elle lit, qu'elle écrit et qu'elle calcule mieux que si elle eût été marchand. Donc le Décaméron valorise beaucoup les qualités masculines chez une femme, qu'il s'agisse de qualités liées à la noblesse masculine, la chasse à cheval au faucon, et l'univers marchand qui est capable de faire les comptes. Donc c'est une épouse accomplie, bien éduquée, utile, comme femme de marchand. Alors malheureusement, on n'a pas les panneaux latéraux du coffret, je vous le disais tout à l'heure, parce que quand on a les cassoni entiers, parfois les panneaux latéraux, qui sont souvent des panneaux allégoriques, fortitude, patience, tempérance, prudence, permettent d'éclairer ce que disent les cassoni. Ici, on n'a pas ça. Mais je pense que parler de la question du genre ici, voilà, j'ai voulu la dépasser en vous donnant des éléments de contexte pour vous proposer d'autres pistes de lecture de ce cassoni. Alors, je trouve que c'est une histoire absolument idéale à représenter sur un coffret de mariage, dans la mesure où il permet des effets de mise en abîme dont on sait que les peintres deviennent friands au XVe siècle et au XVIe siècle. Alors, deux effets de mise en abîme, un coffre sur le coffre et le dévoilement des corps, qui permet un jeu avec le support et sa matérialité. Donc de fait, le cassone est l'instrument de la ruse pour confondre la jeune femme. Il est représenté 2 fois sur le premier panneau. Alors là, on a parlé aujourd'hui des coffres qu'on porte, des coffres qu'on ne porte pas. Les cassoni et les coffrets de mariage sont des coffres qu'on porte souvent au moins jusqu'au logis de l'épouse et peut-être parfois entre deux. Donc là, le peintre a pu jouer sur les angles de représentation, nous donner une idée du poids. On voit bien comment le porteur est un petit peu écrasé. Il peut jouer aussi sur les différences de couleurs, de formes. Donc là, on voit que ce n'est pas la même couleur. On voit que ce coffre-là, il est légèrement bombé aussi, ce que n'est pas celui-ci. Donc même si ce ne sont pas des coffres très, très élaborés, il a voulu jouer un petit peu sur ces 2 coffres de façon à ce qu'on puisse les distinguer. L'un étant nommé dans le texte italien casse, c'est-à-dire un grand coffre
qui n'est pas forcément illustré, et l'autre est un Fortiertrasse, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on garde des objets précieux, un coffre-fort, quoi. Et de fait, je vous disais, les peintres aiment bien jouer sur cet effet de mise en abîme, ce jeu avec le support. Je vous en montre 2 exemples parmi d'autres. Ici, vous avez le coffret qui représente la scène de Trajan et la veuve, l'histoire de Trajan et la veuve, que je ne vais pas vous résumer parce que ça va commencer à faire beaucoup d'histoire. Mais vous voyez ici que la veuve donc, va dans la pièce après le mariage, et elle est suivie par un porteur de cassone. Ici, c'est un cassone peint. On voit que là encore, il est écrasé par le poids du coffre, mais une seule personne suffit à le porter. Et un autre, ici, que vous voyez à gauche, donc ça représente la continence de Scipion. Donc Scipion qui, parmi ses prises de guerre, accepte d'en marier 2 qui avaient prévu de se marier. Donc vous avez les 2 jeunes futurs époux à droite, et Scipion à gauche qui décide d'avoir pitié de ceux qui pourraient être des otages, et de les marier, de leur rendre leur liberté. Et vous avez ici donc sur le tapis toutes les cadeaux de mariage, parmi lesquels des calices et 2 cassonnes, dont l'un est légèrement entrouvert, et on voit donc qu'il est clouté. La différence de notre coffre avec les 2 que je viens de vous montrer, c'est qu'il n'est pas seulement ce n'est pas un coffret de mariage, c'est l'instrument de la ruse, c'est la clé de l'énigme. Comme ça l'est aussi dans la scène qui a été choisie pour le programme. Alors, donc là, c'est le premier jeu avec le support, c'est mettre en abîme le coffre dans le coffre, bien sûr. Le second jeu avec le support me semble résider dans le fait que chacune des parties d'histoire permet de finir sur un corps nu. Une femme nue dans le premier, un homme nu sur le deuxième. Et ça m'a fait beaucoup penser au fait que, même si on n'a pas gardé beaucoup de couvercles, on a gardé certains couvercles illustrés. Là, vous avez un gros plan sur les nus. Illustrés avec des corps d'hommes et de femmes nus à l'intérieur du couvercle. C'était des nus qui étaient destinés à satisfaire les yeux des mariés, tout autant qu'à stimuler leur désir en vue de la perpétuation de la famille. Gombrich les appelait des « lucky charms of fertility » et Christelle Baskins y voit plutôt un « sensuous or salacious appeal », donc un appel sexuel, érotique. Donc, de fait, nos 2 scènes ont été érotisées. Pardon, il faut que je retourne en arrière. Qu'il s'agisse de la jeune femme espionnée à son insu, ou de l'homme qui n'a ici que dont la chasteté n'est cachée que par un opportun ruban d'insectes, et qui rappelle par sa posture beaucoup les Saint-Sébastien, dont le potentiel érotique a largement été étudié avant moi. Donc on ne sait pas si ces coffres avaient ou non un nu à l'intérieur du couvercle. On ne le saura jamais, mais quoi qu'il en soit, la nudité de Ginevra et la nudité de Ambrogio soit redoubler le motif, soit s'y substituer. L'histoire de Boccace permet donc au peintre de jouer avec les conventions de son objet et de mettre à la vue de tous, sur la face même du coffre, ce qui normalement était caché à l'intérieur. Il n'y a plus besoin de soulever le couvercle du coffre pour voir un homme et une femme nus. Dernière piste que je vais vous soumettre, et qui regroupe un petit peu celle que j'ai déjà mentionnée. Et donc pour mentionner cette dernière hypothèse, je voudrais attirer votre attention sur une scène dont vous avez peut-être vu que je ne l'ai pas beaucoup mentionnée, qui est la scène qui se trouve à gauche d'Ambrogio quand il parle à la vieille. Alors, manifestement, c'est le contexte immédiat de Gênes. Il est arrivé à Gênes. Mais bon, il n'y a pas non plus un bâtiment qui nous dit que c'est Gênes. Il n'y a donc pas un jeu... ça n'est pas une scène qui est là pour faire un jeu référentiel. C'est une scène qui prend un quart du panneau. Donc c'est quand même important. On y distingue des choses qui montrent la patte un petit peu de Toscanie. Par exemple, les groupes d'enfants, ici, et puis le raccourci sur le cheval également, ici. Mais ça ne suffit pas à entraîner un développement d'un quart du cassone. Alors, je me suis dit, mais donc c'est Gênes, on voit des personnages qui discutent. La seule hypothèse, parce que quand on lit et relit le Décaméron, on se dit, la seule hypothèse, c'est que c'est le moment où Ambrogio donc
enquête sur la fidélité de la femme, même si on ne le voit pas dans la partie gauche de l'image. Il doit sortir de son enquête à droite et trouver une autre idée en parlant avec la femme. Et on voit que les personnages de gauche ont l'air de discuter dans un geste qui est redoublé par les enfants ici également qui discutent, avec une gestuelle qui dénote clairement le secret. Et donc, j'ai voulu proposer l'hypothèse, mais vous me direz si vous êtes convaincus, que finalement, cette moitié gauche de la grande image centrale représente en quelque sorte la rumeur. Et plus spécifiquement, la réputation. Puisque la réputation, c'est ce qu'on dit entre soi, c'est ce qu'on dit dans des groupes, c'est ce qui transparaît à l'extérieur des actions qui sont faites dans un cadre intime, à l'intérieur des maisons. C'est ce qu'Ambrogio a mis en doute, c'est ce que la dame a pu sauvegarder malgré les fausses accusations, malgré la perte de confiance de son mari. Alors on voit les 4 spectateurs à gauche ici, qu'on retrouve dans une disposition assez similaire, ici, dans les 4 spectateurs de la révélation d'Ambrogio. Donc on a cette idée de témoin de la trahison, témoin de la révélation. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Je passe à la conclusion. Donc en conclusion, il me semble qu'au-delà de représenter des thèmes fréquemment associés au mariage, donc ce qu'ont fait les travaux critiques avant moi, je pense que cette histoire a aussi été utilisée parce qu'elle permet au peintre de jouer avec son support, avec la matérialité du support, et de 2 façons différentes, comme j'ai essayé de le prouver. Et enfin, donc que ça permet peut-être de mettre en image un concept qui est particulièrement labile, la question de la réputation. Et quand Ambrogio se moque de la naïveté de Bernabo, donc au début du texte, il lui dit « La honte et le déshonneur ne consistent que dans les choses ébruitées. Pourquoi, quand les femmes peuvent le faire en secret, elles le font ?» Donc il vante une culture du secret. Une faute cachée, une faute ignorée n'en serait finalement pas une. Et cette paire de Cassoni offre un démenti retentissant aux trompeurs. Ginevra se révèle être aussi fidèle qu'elle le semblait. De même, les Cassoni montrent sur leurs panneaux centraux la nudité qui devrait être cachée à l'intérieur. Donc le cassonnet, qui est le support idéal pour faire le lien entre intérieur et extérieur, contenu et contenant, est peut-être ici le support idéal également pour nous parler de réputation, puisque la réputation, c'est ce qui transparaît à l'extérieur et en société de l'attitude dans un contexte privé. Il me semble que c'est cette leçon que les jeunes mariés pouvaient tirer avec le plus de profit du complexe agencement de l'histoire de Bernabo et Ginevra sur ces coffres. Je vous remercie.